des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Et on commence par les questions. Oui. Je n'ai pas envie de... выступил на Генеральной Ассамблее, изложил нашу позицию, но хотел бы по горячим следам... Je ne vais pas faire de discours d'introduction. Je viens de prononcer un discours à l'Assemblée générale et on entend aujourd'hui dire de Washington, de Londres, à propos des référendums qui se déroulent en ce moment à Donetsk, Lugansk et sur les territoires libérés des régions de Zaporozhye et Kherson en Ukraine. Et ce que nous voyons est très révélateur. Les gens manifestent leur volonté et ils ne veulent pas vivre dans un territoire où exerce ce régime de Kiev soutenu par les pays occidentaux. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en août 2021, M. Zelensky, dans une interview, avait dit ouvertement que dans l'est de l'Ukraine, ce n'est pas forcément des gens qui vivent, mais des êtres vivants, et que si quelqu'un en Ukraine, parmi ses habitants, se considère comme russe et qui a envie de parler russe, et ben pour l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants, ces gens, il leur recommandait de dégager en Russie. Donc, si vous voulez, il a posé les fondements de ce processus qui rendait la vie impossible pour ceux qui sont ethniquement russes en Ukraine et qui a mené au fait que sur le territoire de ces régions et républiques, que des référendums ont été déclarés. Comme l'a dit le président Poutine, évidemment, nous allons prendre en compte, respecter la volonté qui sera exprimée par la population. La première question. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Association, pour cette conférence de presse. Ma question est celle-ci. Une fois les référendums terminés, Moscou considéra-t-elle ces territoires comme occupés? Les référendums se déroulent sur la base de la décision des organes locaux de pouvoir. Les conditions ont été publiées par eux et les résultats des référendums seront pris en compte avec respect par la Russie, puisque c'est la manifestation de la volonté politique des gens qui ne supportent plus les atrocités commises par le régime néo-nazi de Kiev. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de CBS News. Pourriez-vous clarifier la position de votre gouvernement sur l'utilisation des armes nucléaires, étant donné que le président russe a dit qu'il utiliserait tout ce qui est à sa disposition? On peut faire des interprétations là-dessus. Est-ce que ce sera appliqué concernant les territoires qui seront rajoutés à la Russie après le référendum? Je tiens à rappeler, vous savez, c'est très à la mode à ce moment d'utiliser ce qu'on appelle la culture, la cancel culture. C'est largement utilisé par nos collègues occidentaux, pas seulement vis-à-vis de tel ou tel pays ou de responsables politiques ou d'acteurs sur la scène, mais sur des éléments historiques. Comme en 2014, par exemple, nos collègues occidentaux disaient que voilà, nous ne pouvons pas accepter l'annexion de la Crimée. Pourquoi vous avez fait ça? On leur disait, rappelez-vous comment ça a commencé. Il y a eu un coup d'État. Beaucoup de gens qui ont été frappés, tués. Les putschistes, sous le soutien de l'Allemagne, de la France, de la Pologne, ont commencé à occuper des bâtiments administratifs, à menacer physiquement des gens qui voulaient. Et la première déclaration de ces putschistes, c'était de supprimer le statut officiel de la langue russe en Ukraine en demandant aux Russes de dégager de Crimée
Et pour assaillir la Crimée, le Parlement avait envoyé des hommes armés. Et c'est seulement ensuite que les habitants de Crimée ont organisé un référendum et ont dit qu'ils refusaient de reconnaître le coup d'État. Donc, nous avons appelé nos collègues occidentaux à analyser tout cela, voir ce qui s'était passé, alors qu'il n'y avait pas d'autre solution que pour la Russie que de soutenir la volonté des habitants de la Crimée qui avaient voté à 95% pour le rattachement à la Fédération russe. Donc c'est cette cancel culture qui se manifeste aujourd'hui dans le narratif actuel à propos des armes nucléaires. Personne ne rappelle le fait qu'en janvier de cette année, Zelensky, bien avant le lancement de l'opération militaire spéciale, avait déclaré dans une intervention, et il a continué à le faire, que c'était une grave erreur pour l'Ukraine d'avoir renoncé aux armes nucléaires au moment de l'effondrement de l'URSS. Et c'est lui qui a lancé ce thème dans les discussions sur la façon de régler les problèmes de l'Ukraine. Et ensuite, au cours de l'opération militaire spéciale, quand on avait demandé à Liz Truss si elle n'avait pas peur d'appuyer sur le bouton, nous, concernant la Russie, et on l'a dit, beaucoup de représentants du Kremlin l'ont dit, nous avons une doctrine militaire en matière de sécurité nucléaire. C'est un document qui est tout à fait public. Je vous invite à le consulter et de regarder qu'il est clairement indiqué dans quelles conditions l'arme nucléaire peut être utilisée. La chaîne Zvezda. Votre discours dans le cadre de l'ONU, pour la première fois, vous avez dit que l'Occident était participant du conflit. Cela veut-il dire qu'on considère maintenant l'Occident comme notre adversaire potentiel? Est-ce que ça va modifier nos relations avec ces pays? Il a été dit que la deuxième question concernant votre doctrine, si le référendum sur l'adhésion à la Russie est réussi, la Russie aura-t-elle les bases pour appliquer les armes nucléaires si ce sera une attaque contre notre territoire? Selon les États-Unis, la frappe sera garantie. Moscou perçoit-il ces menaces d'une manière sérieuse? Ne s'agit-il pas de la Troisième Guerre mondiale? Ce n'est pas ici que je me lancerai dans des pronostics. Tout le territoire de la Fédération de Russie, qui est fixé de plus dans la Constitution russe, se trouve sous la protection de l'État, c'est évident. Et toutes les lois, doctrines, concepts, stratégies de la Fédération de Russie s'étendent sur l'ensemble du territoire. Je n'ai jamais entendu dire que les États-Unis menacent d'effectuer des frappes, que le président Biden ait demandé des référendums ou de reconnaître, et que si la Russie les reconnaît, il y aura d'autres sanctions. S'il y avait de telles menaces que la Russie serait obligatoirement frappée, j'en prendrais connaissance, mais en tout cas, je ne suis pas informé que les États-Unis et l'Ukraine sont des alliés. On voit qu'ils sont des alliés sur une chaîne dangereuse. Sur l'aspect juridique de la participation occidentale à ce processus, seuls ceux qui suivent de loin ne voient pas qu'on n'arrête pas de renforcer l'armement de l'Ukraine. Kiev réclame, supplie différents pays, se plaint si l'Allemagne ou Israël ne fournit pas assez d'armes. Donc il y a des données du renseignement qui sont transmises à l'Ukraine, des données de vision satellite.
utilisés par les pays occidentaux et qui sont adressés aux bataillons nationalistes et à l'armée ukrainienne. Et donc, ce sont à peu près 70 satellites, y compris des satellites privés. Et un des commandants de cette thématique, notamment l'emploi d'armes américaines sur le terrain, un des dirigeants de l'armée ukrainienne avait dit que les Américains ont un droit de veto sur les cibles que nous choisissons. Donc c'est une preuve de sa participation directe. Et si on regarde l'aspect juridique de cette question, souvenez-vous, les Américains, les membres de l'OTAN, l'Union européenne avaient dit qu'ils n'étaient pas partis au conflit. Mais si c'est le cas, alors il y a une convention qui est en vigueur, la convention de La Haye de 1973, et qui dit sur les obligations des pays neutres dans une guerre navale et aussi dans le cas d'une guerre terrestre. Et il est clairement stipulé dans cette convention que non seulement ceux qui se proclament neutres, par exemple comme la Suisse, en utilisant le terme de neutralité, en fait, est neutre tout pays qui n'est pas parti dans un conflit. Et je vous rappelle que l'Union européenne ne s'est pas déclarée partie, mais l'article 6 de cette convention maritime interdit directement les livraisons par les pays neutres, ceux qui ne participent pas à un conflit, de navires militaires, de matériel militaire, de munitions. C'est-à-dire qu'en livrant des armes à Kiev, les États-Unis et l'Union européenne et l'OTAN ne peuvent pas prétendre au statut de neutralité, ils ne peuvent pas prétendre au fait qu'ils ne participent pas à ce conflit. En outre, une de ces conventions, je crois que la convention sur les conflits terrestres, dit qu'on ne peut pas ouvrir de bureaux de recrutement dans les pays neutres, alors qu'on sait très bien que les consulats généraux et ambassades d'Ukraine dans les pays occidentaux ont publié ouvertement des invitations à se joindre à l'armée ukrainienne. Donc, c'est du mercenariat direct et les pays occidentaux qui ont permis cela ont fait infraction à cette convention sur la neutralité et ils montrent qu'ils ne sont pas neutres, mais participant directement à ce conflit. De même, un des articles de ces conventions dit qu'il est interdit d'utiliser des systèmes de communication dans des objectifs militaires. Et comme je dis, il y a plusieurs dizaines de satellites privés qui sont impliqués dans la ligne politique des pays occidentaux. Et donc, il y a cette société Starlink qui a des infrastructures sur Terre, des infrastructures en orbite et qui utilise ces données dans la guerre. Ça prouve bien que les États-Unis ne sont pas neutres dans cette situation et qu'ils sont partis en conflit. Allez-y. Vous voulez dire tous? Je connais les principaux. Allez-y. Parlez au micro, s'il vous plaît. Vous mettez le micro sous le masque. D'accord. Meren Makluis, télévision allemande. Merci, Monsieur le ministre. Pourriez-vous préciser pourquoi tant de citoyens russes quittent le pays? Et en Allemagne, vous n'avez pas ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme, où il y a la liberté de mouvement, de circulation?
Merci, Monsieur le ministre. Radio Afrique du Sud. Le communiqué conjoint après la réunion ministérielle à BRICS dit que les ministres confirment leur engagement à la multilatéralité et au droit international en tant que principe de la Charte de l'ONU, formant le socle. Ils ont soutenu le rôle central de l'ONU dans le système international où les pays coopèrent pour soutenir la paix, la sécurité et le développement. Pourquoi le communiqué est signé alors que ça ne correspond pas du tout aux actions de la Fédération de Russie en Ukraine? Vous avez dit dans le cadre de l'Assemblée générale que vous soutenez le statut permanent de l'Inde. Pourquoi ne pas parler de l'Afrique du Sud? Me dire exactement d'où ça vient. Et où vous voyez une contradiction ici? Le secrétaire général a parlé de l'annexion d'un État par un autre État. Le secrétaire général. Il est responsable de quel texte? Vous avez dit que vous avez soutenu le principe de la charte de l'ONU. Le secrétaire général dit que c'est le contraire. Le secrétaire général a dit beaucoup de choses sur cette question et il donne des commentaires sur la situation sur l'Ukraine sur la base. Mais je ne me souviens pas qu'il est suffisamment actif pour promouvoir la mise en œuvre des accords de Minsk. Et donc, ça fait partie des missions des Nations Unies de promouvoir la paix et le respect des droits des gens à s'autodéterminer. Et le conflit apparemment entre ces deux conceptions a été déjà l'objet de nombreuses négociations depuis longtemps. Et après l'établissement des Nations Unies, il y a eu donc ce processus qui a été lancé pour développer la perception de l'ensemble de ces principes. Et enfin, en 1970, a été validé un consensus de l'Assemblée générale de l'ONU sur les relations entre les pays conformément à la charte de l'ONU. Et il y a un paragraphe spécifique sur le droit à l'autodétermination, sur l'intégrité territoriale, et la conclusion à laquelle est parvenue à l'Assemblée générale dans son interprétation, c'est que tous les États sont tenus de respecter la souveraineté territoriale de tout autre État dont le gouvernement respecte le principe du droit à l'autodétermination des peuples et fournit ce droit à tous les peuples vivant sur le territoire. Si vous dites qu'après le coup d'État de 2014 en Ukraine, après l'interdiction de la langue russe, de l'enseignement en russe, des médias en russe, après que les putschistes ont continué pendant de longues années à bombarder la population qui refusait de le reconnaître, si quelqu'un ensuite ose me dire que la clique qui est à Kiev, ce régime néo-nazi qui soutient dans la loi la théorie, la pratique nazie, protège la population de l'Est de l'Ukraine, je vais sourire parce que je n'ai pas tellement autre chose à faire. Ce régime ne représente pas ces gens qui se considèrent comme locuteurs du russe, porteurs de la culture russe, puisqu'il leur dit, si vous voulez parler russe, que vous dégagiez en Russie. Alors, évidemment, le secrétaire général de l'ONU a le droit de faire des déclarations, et moi je souscris au fait que la rencontre des ministres des BRICS, où il y a un paragraphe très clair qui a entériné le fait que les ministres ont pris en compte une approche de la situation en Ukraine dans des formes bien précises, et notamment dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU.
Personne n'a dit. Simplement, ils ont pris en compte, avec respect, qui, parmi 5, ce que dit chacun de nous 5 à l'international. Ouais, encore une fois, c'est encore la cancel culture. Vous ne m'avez pas cité complètement. J'ai dit que nous considérons l'Inde et le Brésil comme des candidats importants comme acteurs internationaux pour être membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à la condition que, en même temps, le profil de l'Afrique sera soutenu, rehaussé. Mais les pays occidentaux ne veulent pas. Depuis longtemps, par exemple, l'Afrique du Sud n'a pas encore proposé, mais il y a des pays africains, il y a l'Union africaine qui adopte un consensus sur ces questions, mais décider les questions d'étendre le Conseil de sécurité à l'ONU sans satisfaire les intérêts africains, ce n'est pas possible. Je le souligne. Il s'agit précisément, uniquement, de l'extension du Conseil de sécurité de l'ONU en représentant des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, parce que si on inclut d'autres pays occidentaux, ce sera ridicule pour différents critères. Je laisse même de le côté qui sont tout à fait hostiles à la Russie, à la Chine, mais surtout, c'est que même si on fait abstraction de ces estimations politiques, que tout pays occidental, qu'est-ce qu'il apportera au Conseil de sécurité de l'ONU si jamais quelqu'un voulait l'accepter comme représentant permanent? Ils n'apporteraient rien. Ils font déjà tout ce que les États-Unis leur disent, et l'Allemagne et le Japon, qui se sont déclarés officiellement candidats. Ils disaient, regardez ce qu'ils disent. Aujourd'hui, déjà maintenant, si on fait abstraction des aspects politiques, à l'heure actuelle, sur les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, 6 représentent le groupe occidental. L'année prochaine, ils en seront 7, parce qu'il y aura aussi le Japon, dont la politique, vous savez, ne se distingue pas d'un iota de la position des États-Unis et de l'OTAN. Bonjour, Ilya Petrenko, RT. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de poser la question. Monsieur Lavrov, ma question est sur la situation qui n'est peut-être pas liée directement à ce sujet, mais je pourrais me permettre de faire des parallèles. Il y a le chef, le chef de la Commission, von der Leyen, qui menace ouvertement par des conséquences à l'Italie si les résultats des élections ne sont pas favorables pour Bruxelles. De l'autre côté, il y a des référendums dans le Donbass. Une fois déclaré, tout de suite, les hommes politiques occidentaux ont dit que ces référendums n'étaient pas légitimes et ils ont commencé à les décrire d'une façon très négative. Cette attitude à la volonté des peuples, qu'est-ce que c'est cette approche et comment réagir? C'est de l'arrogance, c'est du sans-gêne, c'est un sentiment de supériorité personnelle. Il n'y a que eux qui ont le droit d'émettre des appréciations. Et ce qu'a dit Mme Ursula von der Leyen à propos des élections en Italie, c'est étonnant parce que de telles menaces, c'est absolument inouï. Personne ne se serait permis dans l'Union européenne de lancer des menaces pareilles. Mais l'Union européenne, en fait, en principe, devient un système autoritaire, dictatorial. Je ne vais pas ouvrir un grand secret, tout le monde le sait. Chaque année, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, nous avons beaucoup de rencontres bilatérales. Et cette année, comme les années précédentes, j'avais une rencontre avec le président de Chypre, M. Astanasiadis. À sa demande, nous l'avions mis dans l'emploi du temps à l'heure qui lui convenait. Ces emplois du temps ont été publiés et une heure avant le rendez-vous prévu, son protocole nous a indiqué que l'Union européenne ne l'autorise pas à avoir une rencontre bilatérale avec nous, telle qu'elle. Je considère que ce n'est pas un secret, puisque l'office de M. Anastasiadis
le même jour, a fait une déclaration sur laquelle que la rencontre est annulée pour cause de nécessité de suivre un règlement de l'Union européenne. 2 autres pays de l'Union européenne, l'un d'eux est membre de l'OTAN, voulaient avoir une rencontre avec moi. Ils ont demandé à ce que cette rencontre soit privée, pas publique. Moi, j'ai dit oui parce que j'ai jamais refusé les contacts. Je suis toujours prêt, nous sommes toujours prêts à discuter selon le format qui sera agréable pour notre partenaire. Et après cela, ils ont disparu des radars. On n'a plus entendu parler d'eux. Donc voilà, cette histoire. Mais vous savez, le président Macron, j'ai pris avec moi d'ailleurs même sa citation. Il disait que ce n'est pas le moment de faire la guerre, ce n'est pas le moment de la vengeance envers l'Occident, ce n'est pas le moment d'opposer l'Occident à l'Orient. Ils ne sont jamais opposés comme ça, c'est simplement l'Occident qui a déclaré qu'il ne voulait plus parler avec nous, c'est tout. Ensuite, il dit que le moment est venu pour nos États souverains de faire face ensemble aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est des paroles en or. Mais une illustration de ce que j'ai dit, les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à New York, et évidemment dans les capitales, ont établi un emploi du temps, un graphique des rotations pour 3 mois, à partir du mois de janvier. Donc c'est un pays qui fait la coordination, 3 mois après c'est un autre pays, etc. Et actuellement, en septembre, c'est la Russie qui est le coordinateur pour les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à chaque fois, quand il y a l'Assemblée générale, le coordinateur du pays qui a la présidence, enfin qui est ordinateur à ce moment-là, qui organise la rencontre entre les 5 ministres des Affaires étrangères avec le secrétaire général, comme des personnes bien élevées. Nous avons envoyé nos propositions, nous avons reçu la réponse positive de la Chine, mais les anglo-saxons nous ont fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de discuter avec nous. À vous de juger. Est-ce qu'il y a un intérêt de la part des Occidentaux? Ils disent, voilà, nous pouvons être intermédiaires. Et pourquoi vous ne voulez pas avoir des contacts avec nous? Mais c'est monstrueux, ne serait-ce que sur le plan de la décence élémentaire. Et tout a été effondré et continue à s'effondrer par Washington, par Londres qui est de plus en plus actif, et par Bruxelles et l'Union européenne. Et concernant les référendums et l'attitude envers eux? Oui, c'est les doubles standards, c'est 2 poids 2 mesures. On peut se souvenir longtemps de la façon dont les pays occidentaux ont décidé d'exception dans la mise en pratique des principes. Tel ou tel pays a tel ou tel droit de déterminer son avenir sans l'accord des autorités centrales. Ce sont 2 poids 2 mesures. C'est comme, on va voir le médecin. Je préfère ce médecin, non, je vais voir l'autre. Monsieur le ministre, la télévision de Chine, vous venez d'en parler, en parlant des pays occidentaux, de leur participation. Nous savons que le dealer le plus important des armes, c'est les États-Unis, qui a envoyé un nombre d'armements en Ukraine. Même la politique extérieure des États-Unis montre que les hommes politiques essaient de jouer dans un jeu stratégique. Quelle est l'intention des États-Unis, à votre avis? Et la Russie est-elle prête à jouer dans un jeu à long terme avec les États-Unis en Ukraine? Le jeu ukrainien se poursuit depuis longtemps. Et je rappelle que en 2003, il y avait des élections prévues en Ukraine et des responsables politiques occidentaux, notamment ministres des Affaires étrangères, notamment belges, je me souviens très bien, il avait déclaré publiquement que les Ukrainiens doivent choisir avec qui ils doivent être, avec la Russie ou avec l'Europe. Donc cette mentalité, cette philosophie, soit
Elle n'a pas disparu. Et la façon, on voit ces tendances anti-russes aujourd'hui, cette russophobie en Europe, et on voit les Américains et leurs alliés qui cherchent à attirer les autres pays dans le monde dans leur logique, les actions des pays occidentaux. Voilà, c'est comme sur un déclic, ils commencent à interdire tout ce qui est russe. C'est une russophobie ménagère, usuelle. Donc, ça s'appelle du racisme. Le racisme n'a jamais disparu. Il est même pas latent, il est public, ouvert. Et Sou a commencé justement par ces slogans. Allez, les Ukrainiens, vous choisissez avec qui vous êtes. Puis quelques années après, il y a eu de nouvelles élections. C'était pas le bon candidat qui avait remporté, et les pays occidentaux ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour susciter une vague de mécontentement en Ukraine et forcer les responsables politiques sur place à lancer une demande auprès de la Cour suprême en Ukraine. Et donc, ils ont fait un troisième tour et ils ont choisi celui que les Occidentaux voulaient. Vous savez qu'en décembre 2013, il y avait une fuite qui avait été publiée entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain à Kiev, et qui lui rendait compte que c'était en décembre. Il disait quelle responsable politique il faut préparer pour le prochain gouvernement, alors qu'il y avait plus d'un an avant les élections suivantes. Donc la probabilité... donc ils envisageaient un changement de pouvoir inhabituel. Ils avaient cité... elle avait cité 2 noms de famille qu'il fallait inclure dans le prochain gouvernement. Et donc, pour d'autres personnes, ils avaient dit, voilà, l'Union européenne ne soutient pas telle ou telle personne. Donc c'est elle. Voilà cette attitude. Et c'est vrai. Et cette relation, cette attitude se maintient aujourd'hui. Et tout ce coup d'État, quand la France, l'Allemagne et la Pologne ont apposé leur signature en étant garant qu'il y aurait un gouvernement d'unité nationale, qu'il y aurait des élections anticipées au bout de 4 ou 5 mois, et l'opposition aurait gagné certainement. Mais au lieu de respecter ces accords et respecter l'autorité des pays européens qui se sont engagés, le lendemain matin, ils n'ont même pas... Les putschistes ont saisi les bâtiments administratifs et puis ils ont déclaré publiquement « Nous avons créé un gouvernement des vainqueurs ». Pas élus, mais des vainqueurs. Donc j'ai souvent parlé de ça déjà, mais le fait que les États-Unis envisagent la situation autour de l'Ukraine comme l'aune selon laquelle on pourra juger de leur maintenir leur hégémonie, pour moi c'est très révélateur. Quand les États-Unis ont lancé leur aventure agressive en Yougoslavie, en Irak, en Syrie, en Afghanistan, en Afghanistan, oui, ils ont déclaré ces pays comme zone d'intérêt, alors que c'est à dizaines de milliers de kilomètres de leurs frontières. Et alors, dans ces eaux troubles du poisson américain, et en même temps, ils ont continué à étendre l'OTAN vers l'Est. L'OTAN est une alliance défensive. Quand il y avait l'Union soviétique avec le traité de Varsovie et le mur de Berlin, donc il y avait une limite visible entre les deux camps. Évidemment, ils se défendaient contre une menace. Mais il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de pacte de Varsovie. Et ils continuent à défendre de la ligne qui avait été maintenant isolée. Maintenant, on va se défendre plus loin. Et puis encore plus loin ensuite. Ils ont déclaré que,
en tant qu'alliance défensive, elle assure la sécurité dans la zone Asie-Pacifique. C'est-à-dire que la prochaine ligne de défense sera la mer de Chine du Sud. Ça ne fait aucun doute, j'en ai parlé aujourd'hui lors de la session, mais combien de temps va encore se maintenir cette situation? Je ne veux pas chercher à faire des pronostics. J'en ai parlé au président. Il m'a dit, nous voyons les objectifs que nous sommes fixés, nous travaillons à les satisfaire. Je voudrais vous féliciter. Nous Qu'est-ce que vous avons avez vu? un nouveau mème sur TikTok. Quelque chose concernant l'Union européenne et le sexe. Merci, Monsieur Lavrov. Reuters, nous avons entendu la manière dont la Russie explique son intervention en Ukraine. Mais quel est l'enjeu final? Vous voulez renverser le gouvernement ukrainien? Et la Russie éprouve autant de pression de la part de la Chine. Quelle est cette pression? Les objectifs de cette opération ont été définis par la déclaration du président Poutine le 24 février. Nous ne pouvons tolérer, par exemple, c'est un des points importants qui sont intolérables. Imaginez une seconde. Imaginez que l'Irlande interdise l'usage de l'anglais dans les écoles, dans les communications, dans la langue, dans la vie quotidienne, ou par exemple que la Belgique fasse la même chose avec le français, ou la Finlande avec le suédois. Est-ce que vous pouvez imaginer une telle situation? Moi, je n'y arrive pas. Donc ce serait considéré comme immédiatement comme quelque chose d'outrageeux, ce serait un scandale, et j'imagine pas. Mais dans le cas de l'Ukraine, depuis de nombreuses années, la politique visait à éliminer tout ce qui était russe. Ça n'a jamais attiré l'attention des médias occidentaux. Et pas seulement les médias, mais j'ai parlé avec mes collègues à l'OSCE, au Conseil de l'Europe, aux Nations Unies, dans les relations entre l'OTAN et la Russie qui existaient à l'époque avec l'Union européenne. Zéro réaction. Alors que dans les décennies précédentes, sur notre insistance, que nous avions demandé que l'Union européenne cesse les répressions contre les russophones dans les pays baltes. Donc, ils ont des instincts racistes vis-à-vis de la Russie en tant que pays, en tant que nation. Et s'il y a un fait qui pouvait contredire ce que je dis sur les discriminations, en Estonie, en Lettonie ou en Ukraine, où la législation interdit l'usage du russe, alors à ce moment-là, on peut en parler et analyser cela. Vous pouvez qualifier ça d'agression, vous appelez ça annexion, c'est votre droit. Ma réponse est très claire, très simple. Ne jugez pas depuis votre bureau, depuis New York. Allez en Crimée, allez rencontrer les gens. Personne n'accepte, personne ne reconnaît les responsables politiques qui ne sont pas dans ce système. Allez dans l'Est. Est-ce que vous allez dans le Donbass depuis le début de la guerre, où les accords de Minsk étaient enfreints tous les jours? La télévision russe a diffusé la situation dans le Donbass le long de la ligne de contact tous les jours. Elle a montré les meurtres de populations civiles, les destructions. Tout cela a été montré régulièrement. Et la question que nous posions, c'était pourquoi il n'y a pas de journalistes occidentaux?
est-ce qu'il n'y a pas, du côté ukrainien de la ligne de contact, les destructions étaient faites seulement par des tirs de riposte. Et c'était immédiat. Donc je comprends. Vous voulez poser une question pour montrer que... Mais je comprends très bien. Non, je voudrais savoir l'objectif militaire. Mais j'ai été interrogé juste par votre collègue chinois. Écoutez plus attentivement ce que dit le président Poutine. Il a tout expliqué le 24 février. Lisez ça et vous verrez. Et la pression de la Chine pour mettre fin à la guerre. Je ne comprends pas du tout. Votre président a dit la semaine dernière que le président a dit qu'il était préoccupé par la guerre. Il a dit pression de la Chine. Est-ce qu'il a dit pression de la Chine? Préoccupation. Oui ou non? Est-ce qu'il a dit pression de la Chine? Je vous demande si vous avez c'est cette pas pression de la part de la Chine. Vous m'avez demandé ce que je pense des pressions de la Chine. Soyez honnête. Et avez-vous une pression, éprouvez une pression de la part de la Chine? Vous pouvez dire à vos lecteurs, à vos auditeurs, que j'ai évité votre question. La Siskaya Gazeta, allez-y. You mean you don't understand Russian? Si vous voulez dire que vous ne comprenez pas le russe? High time to learn. Et il est temps de l'apprendre, là. Monsieur Lavrov, en marge de l'Assemblée générale, vous avez eu beaucoup de réunions différentes avec vos collègues de l'Afrique. Dites, est-ce que pendant ces négociations, avez-vous parlé de la situation autour des céréales ukrainiens et les engrais russes qui sont stockés dans les ports européens et que nos ex-partenaires occidentaux, si on peut dire comme ça, refusent de transmettre où que ce soit, notamment aux pays pauvres? Deuxième question. Pensez-vous qu'il y a de nouvelles orientations dans la discussion de ces questions avec les collègues américains? Et quel est le développement du dialogue avec les pays africains? Y a-t-il quelque chose de nouveau, d'intéressant dont on ne connaît pas rien pour l'instant? Oui, nous avons discuté avec un certain nombre de collègues africains. Nous avons parlé surtout de nos relations bilatérales, puisqu'avec chacun des pays africains, nous avons une croissance régulière des investissements, du commerce. Et bien évidemment, les chiffres sont encore loin de ce que nous avions avec les pays, de ce qu'il y a avec les pays européens ou même avec les Chinois. Mais en tout cas, il y a beaucoup de projets et il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés, et d'autant plus que nous envisageons d'organiser un sommet Russie-Afrique l'année prochaine. La question alimentaire intéresse tout le monde vite et tous soutiennent les efforts visant à supprimer les obstacles qui ont été mis par l'Union européenne, Londres et Washington à l'égard de l'exportation de céréales et d'engrais russes. Et donc, il y avait, on a parlé de l'accord d'Istanbul qui a été fait sous l'autorité du secrétaire général de l'ONU, qui a obligé les Ukrainiens à déminer leurs ports. C'est ce qu'on avait proposé déjà avec la Turquie de faire au mois de mars. Et la Russie et la Turquie ont pu assurer l'acheminement des bateaux dans la mer Noire. Mais enfin, ça a été validé le 22 juillet. Et effectivement, les céréales ukrainiennes sont parties. Mais en tout cas, les pays les plus pauvres qui, conformément au programme d'aide alimentaire international, devaient bénéficier. Et l'attention que nous avons attirée sur cette question, sur le fait que presque la moitié des céréales arrivent dans l'Union européenne. Alors, l'Union européenne nous a dit qu'après, ce sera redispatché vers l'Afrique. Mais enfin bon, en tout cas,
ce qu'a fait la partie russe, et ce n'est pas les aliments, les produits alimentaires. Les engrais ne sont pas dans les sanctions. Mais c'est par exemple l'entrée de navires russes dans des ports occidentaux. Les sanctions sont mises sur la banque principale en matière agricole qui gère une très grosse part des accords internationaux en matière de livraison de produits agroalimentaires. Ils ont augmenté par 4 les polices d'assurance pour ces cargaisons. Et donc, le secrétaire général a promis d'exiger des États-Unis et de l'Union européenne de lever ces restrictions. Il m'a dit avant-hier qu'il y a encore beaucoup de travail. Il l'a dit publiquement, il y a encore ces restrictions qui demeurent. Donc tout cela est entre les mains de ceux qui ont l'hégémonie et qui cherchent à nous accuser de tous les maux. Personne n'avait faim quand les États-Unis bombardaient l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, quand il y a la guerre en Syrie, au Yémen. Est-ce que ça avait changé quelque chose? Non, rien du tout. Parce qu'à l'époque, il y avait des chefs qui circulaient, qui sentaient leur supériorité, leur sans-gêne partout. Et donc les Américains ne permettent pas aux autres de... Ils veulent pratiquer la cancel culture à l'égard de la Russie. Ils veulent chasser les Russes de partout. C'est ça la différence. Et alors, évidemment, il y a eu ces sanctions qui ont été prononcées tout de suite, que personne n'avait jamais vues, et qui ont été introduites sans aucune préoccupation sur les pays en développement qui souffrent de ces actions unilatérales américaines. Monsieur Lavrov, merci beaucoup pour cette conférence de presse. Pourriez-vous parler en détail quel est le rôle de l'Arabie saoudite et des Turcs dans l'atténuation de cette crise par des forces communes, peut-être en vue de régler cette grande crise qui a lieu entre les deux pays? Avez-vous des contacts entre vous avant qu'un projet soit lancé? Beaucoup nous proposent leur service de médiation. Dans le cas de la Turquie a un rôle utile en invitant à Istanbul les Ukrainiens et les représentants de l'ONU et les Russes pour discuter, ce que je viens de dire. Nous attendons du secrétaire général et de la partie turque, dans la mesure ils sont co-participants de cet accord, nous attendons d'eux qu'ils obtiennent des Américains et des Européens la levée des obstacles dont j'en ai parlé et qui freinent la partie russe dans cet accord. Parce que les céréales russes sont bien plus importantes dans la part à l'international que la part des céréales ukrainiennes. J'ai oublié de dire qu'il y a 300 000 tonnes d'engrais russes qui sont bloqués dans des ports européens. Nos entreprises sont prêtes à renoncer à leurs bénéfices sur ces produits pour qu'ils soient rapidement envoyés aux produits, aux pays qui en ont besoin. Ça fait 1 mois et demi que l'Union européenne réfléchit et qu'elle est incapable de prendre des décisions. Alors que ces engrais maintenant appartiennent à l'Union européenne, qu'ils en fassent quelque chose. Ça fait partie des programmes sur la faim à l'international. Et en ce qui concerne l'Arabie, Mohamed Ben Salman a participé à cet échange. Il n'y a pas d'autres services de médiation qui ont été proposés. Il y en a beaucoup qui nous proposent, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que nous posons à chaque fois. Au mois de mars, fin mars de cette année, se met d'accord avec la délégation
ukrainienne pour nous mettre d'accord. Nous avons adopté les propositions ukrainiennes sans les modifier. Et puis le lendemain, il y a eu des modifications. On nous a dit finalement c'est pas ça, mais ce sera ça. Et juste après, il y a eu la provocation de Boutcha, où les troupes russes qui s'étaient retirées dans un signe de bonne volonté en libérant cet espace. Il y a le maire de cette ville qui est arrivé, qui pendant 2 jours s'est montré à la télévision pour dire que voilà, la vie reprenait. Et puis le 3e jour, on nous a montré une rue dévastée avec des cadavres. Et pendant 2 jours dans sa ville, le maire n'a pas vu ça. Puis il découvre ça dans une des rues centrales seulement le 3e jour. Écoutez-moi, c'est ridicule. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous aussi, vous agissiez auprès des Ukrainiens et de vos amis. Ça fait plusieurs mois déjà que nous demandons, dans la mesure où tout le monde a insisté là-dessus, tout le monde a insisté sur une enquête. Ce n'est pas le premier mois ça fait plusieurs mois que nous demandons le nom de ces gens dont les corps ont été montrés par la télévision sur Internet. Réponse, silence total. Je l'ai dit à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, et après une réunion particulière, j'ai demandé à M. Guterres, comment vous pouvez expliquer ça? On nous fait un scandale. On s'en est servi pour prononcer de nouvelles sanctions contre la Russie. On a demandé une enquête. Et le premier pas d'une enquête, c'est d'établir l'identité des personnes que l'armée russe aurait tuées sur place. Et puis récemment, il y a eu l'histoire dans la ville d'Izium où on a déclaré qu'il y avait des tombes, des massacres de civils ukrainiens qui avaient été torturés. On a montré simplement un cimetière où effectivement il y avait des tombes qui n'étaient pas des fosses communes, mais qui étaient des tombes avec une croix orthodoxe dessus. C'est des gens qui ont été enterrés. Et les Ukrainiens ont commencé à les déterrer. Et pour que vous sachiez, il y avait toute une série de journalistes étrangers qui avaient été invités à aller là. Et puis finalement, les autorités ukrainiennes ne les ont pas laissés aller. C'est pareil sur Boutcha, on n'en parle plus. Donc il y a des sensations, des nouvelles sensations qui sont données à la population et qui sont rarement vérifiées. On a vu ça souvent dans les conditions que nous vivons. Nous avons Evelyne et Edith, deux reines en quelque sorte, qui sont les reines de cette salle. Il va falloir maintenant y aller. Allez-y, posez vos questions. Vous avez parlé en détail de l'OTAN, de la progression de l'OTAN. Sans appeler ce qu'est la guerre en réalité, mais apparemment c'est une guerre. Est-ce que des négociations avec les États-Unis sont prévues pour que la Russie se sente en sécurité, étant donné cette progression de l'OTAN? Vous savez, je l'ai dit aujourd'hui, je vais le répéter encore une fois, nous ne refusons aucun contact. Et quand nous avons des propositions en ce sens, nous sommes d'accord. Si nos partenaires veulent se rencontrer en secret, pourquoi pas? Nous sommes d'accord. C'est toujours mieux de parler que de ne pas se parler. Mais la situation dans laquelle nous sommes actuellement, la Russie ne va entreprendre aucune mesure. Tout a été détruit déjà en 2014 quand l'Union européenne a cessé tous les contacts, a détruit l'architecture complexe de notre coopération. Nous leur avons transmis le message que si vous êtes intéressé de travailler sur quelque chose, dites-le nous. Et si nous sommes intéressés, on verra. Mais je l'ai dit, mais il y a aussi l'OTAN en pleine discussion sur les questions de sécurité, a renvoyé, a expulsé quasiment tous nos représentants
à Bruxelles, à part le personnel purement technique. Donc, nous avons suspendu l'activité de notre représentation, c'est-à-dire que les intermédiaires qui se proposent aujourd'hui, je leur ai répondu, j'ai eu beaucoup de propositions ces derniers jours, je leur réponds, je leur dis, écoutez, M. Zelensky qui a dit que nous achèverons la Russie, nous libérerons tout, et dans mon plan de paix, il n'y a pas de neutralité. Donc c'est une allusion au fait qu'il faut, une nouvelle fois, tenter de rentrer dans l'OTAN. Les Américains, vous voyez l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de l'Europe. Il y a cette phrase que les nationalistes ukrainiens disaient depuis longtemps, c'est l'Ukraine, c'est l'Europe. Et à mon avis, les Américains, ils veulent changer. Ils veulent dire que l'Europe, c'est l'Ukraine. Ça, c'est le slogan des Américains. Kouleba a une question. Est-ce que l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN après que Zelensky a dit qu'il ne doit pas y avoir de neutralité dans notre paix? Kouleba a dit c'est l'Ukraine, c'est l'OTAN qui va se rattacher à l'Ukraine et non pas le contraire. Donc, dans la satire politique, il y a parfois des perspectives intéressantes. Mais, encore une fois, s'ils s'adressent à nous, on va réfléchir. Nous avons tiré les conclusions. On ne peut pas se mettre d'accord avec eux. Ce sont des égoïstes jusqu'à la moelle épinière. Ils ne pensent qu'à eux et qu'à leurs intérêts. L'équilibre des intérêts, cela, ils ne le respecteront pas. On m'a interrogé tout à l'heure un représentant de Reuters et un représentant de l'Allemagne. Le caractère de ces questions est nécessaire pour les élites occidentales afin de continuer à diaboliser la Russie. Ces questions ne reflètent pas un intérêt particulier sur la façon dont vous posez vos questions. Est-ce que vous voulez un dialogue? S'il s'adresse à nous, on verra. Maintenant, c'est à vous. Merci, Monsieur le ministre. Encore une fois, vous êtes dans votre ancienne maison, si on peut le dire. J'imagine, maintenant je représente Associated Press. Cette semaine, nous avons entendu des chefs d'État et de gouvernement qui ont encore une fois appelé à cesser ce conflit en Ukraine, à y mettre fin. Le conflit qui a des conséquences de l'échelle mondiale. Nous avons également écouté des experts militaires disant qu'ils n'y voyaient pas de volonté d'aucune partie de mener des négociations, parce que les partis croient pouvoir avoir une guerre militaire, avoir une victoire militaire. Comment pourriez-vous répondre à ces points de vue? J'ai déjà partiellement répondu, je le répète encore une fois. Peu après le début de notre opération militaire, l'Ukraine a proposé de négocier pour trouver un mode de règlement. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons été d'accord. Il y a eu plusieurs sessions de discussion, d'abord en Biélorussie, puis online. Et les Ukrainiens n'étaient même pas capables de nous dire clairement ce qu'ils voulaient. Ensuite, il y a eu une rencontre en mars, le 29 mars, à Istanbul, où on nous a proposé un plan et nous avons répondu par l'affirmative, sans aucun changement aux principes qui étaient exposés. Nous avons exposé ces principes dans la langue de l'accord. Et ensuite, il y a eu Boutcha, comme j'ai dit, et il y a les noms des victimes que nous attendons toujours, que nous aimerions voir. Et ensuite, les Américains ont dit à l'Ukraine qu'il ne fallait pas se mettre d'accord avec la Russie. Et maintenant, il faut que vous ayez du courage. Et Borrell, qui est le principal diplomate
de l'Union européenne a dit que la crise ne peut être résolue que sur le terrain, avec une victoire militaire sur la Russie. Et écoutez ce que disait Boris Johnson et ce que dit maintenant Liz Truss et l'OTAN, et il faut reprendre la Crimée, etc. De quelle discussion peut-il s'agir? La dernière fois qu'il y a eu au niveau des contacts, c'était avec l'Ukraine. C'était notre accord avec leur papier sur les principes de règlement. Et ensuite, ils sont partis, ils ont pris une autre direction. Mais lisez ce qu'a écrit, qu'a publié Zelensky avant-hier. Aucun compromis, notre paix, c'est la guerre. Je ne sais pas de quoi on peut parler. Vous savez, il y a un groupe d'intermédiaires que j'ai aussi rencontré ici. Ce sont des organisations internationales, régionales, tout à fait respectables. Ils ont dit on peut aller à Kiev, on peut transmettre. Je leur ai dit je vous ai tout dit. C'est eux qui ont interrompu les négociations. Et on a demandé à Poutine cet été pourquoi vous refusez les discussions. Il a dit nous ne refusons pas, mais ceux qui refusent de négocier doivent comprendre que plus ils attendent, plus ils refusent, plus ce sera difficile de se mettre d'accord, évidemment. Donc nous avons fait manifester notre bonne volonté si eux ne veulent pas. Parmi ces intermédiaires qui sont venus, ces médiateurs, est-ce que vous avez parlé avec les Américains? Mais vous savez, dans notre mandat, c'est surtout discussion avec la Russie et l'Ukraine. Alors pourquoi? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que personne ne comprend parmi ceux qui sont raisonnables que l'Ukraine est dirigée par les États-Unis et en partie aussi par Londres? Tout le monde le sait très bien. Et quand des questions sont posées par des journalistes européens, anglais ou américains, pourquoi nous ne sommes pas prêts à avoir des contacts? Je vous dis, ils ont interdit au président de Chypre de venir discuter avec moi. Un membre du groupe des 5, un deuxième d'un pays respectable, même en parlant comme un comploteur, m'a dit est-ce qu'on pourrait discuter? Et puis ils ont disparu des radars. Et puis un autre Premier ministre. Donc, il ne faut pas nous taxer de personnes qui ne veulent pas parler. Chers collègues. On peut poser une question sur l'Afghanistan. Non, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Je vous remercie.